Bonsoir, Julie et Alex, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue au podcast Go Wild. Merci de nous recevoir. Écoutez, super contente. Honnêtement, je crois beaucoup au destin et je trouve que c'est un beau concours de circonstances. Julie, on a une amie en commun. Je pense que ça faisait quand même quelques années que vous n'étiez pas parlé, ou du moins, peut-être m'expliquer, c'est une amie de où, en fait? Oui, ben Laurence, c'est la sœur de mon plus vieil ami là, de Drummondville. Donc, elle, je la connais, tu sais, pas vraiment en fait, mais elle me connaît comme par son frère, puis elle entend mes histoires, puis elle s'en rappelle vraiment beaucoup, en fait. Donc, c'est OK. comme ça, c'est elle qui a pensé à moi pour le podcast que tu fais, c'est ça. Oui, puis j'adore ça. Honnêtement, c'est une personne pleine de ressources, puis elle a toujours le don de me connecter avec des personnes au parcours incroyable. Puis vous deux, je suis super contente de vous avoir parce que c'est ça, vous êtes deux individus qui adorent le voyage. Puis non seulement vous en avez fait beaucoup seuls, mais vous avez aussi pris plaisir à partager le voyage ensemble. Puis ça vous a amené à vivre toutes sortes d'aventures que la COVID vous a ramené dans votre beau Québec pour de nouveaux projets. Mais juste pour vous présenter un petit peu à la communauté Go Wild. Donc, vous êtes, c'est ça, comme je le disais, un couple qui a dû revenir un petit peu plus tôt que prévu dû à la COVID. Vous étiez dans votre chapitre depuis quelques années à titre d'Overlanders, donc avec la compagnie Dragoman. Vous étiez dans le sud de l'Inde quand la COVID a frappé, puis vous vous prépariez aussi pour un autre circuit qui vous attendait, qui était la route de la soie. Vous avez vécu pas mal d'épopées ensemble, à la marche, sac à dos, tout ça, puis on pourra en jaser. Des longues marches même. Vous n'avez pas peur du kilomètre, ça, c'est clair et net. Et puis, vous avez aussi vécu, c'est ça, des voyages seuls, des voyages ensemble. Entre autres, Alex, t'es parti, écoute, t'as quitté ton beau Québec pendant plus de 4 ans sans jamais revenir. Puis ça, on pourra aller un peu plus en détail là-dedans. Puis je sais aussi, Julie, toi, tu as décidé d'aller faire ta maîtrise, non plus ni moins que en reculé en Inde, dans un monastère. Donc ça aussi, je veux tout savoir là-dessus. Alors, bienvenue. Hein? Belle introduction, merci Merci. Maude. Donc, je vous laisse l'espace, peut-être juste rapidement dire qui vous êtes où en ce moment, puis voilà, c'est quoi un petit peu, qu'est-ce qui occupe votre temps en ce moment? Oui, moi, j'ai fait, dans le fond, mon parcours, pour résumer rapidement, j'ai fait un bac en philosophie et relations internationales à l'Université de Sherbrooke. Puis, je suis parti en voyage après. J'ai voyagé, comme tu l'as mentionné, là, pendant plus de 4 ans, partout autour du monde. Puis, pour continuer à voyager, j'ai travaillé à différents endroits. Puis, après avoir rencontré Julie, on s'est décidé, en fait, c'est une histoire qu'on aura peut-être la chance de se raconter, mais on a décidé de se rencontrer en Turquie. Puis, on a voyagé ensemble pendant une année. Éventuellement, on a travaillé pour Dragoman, la compagnie Mhm. d'Overlanding. Donc, on était guide de voyage à l'étranger. On conduisait des gros camions partout dans le monde. Donc, j'ai eu la chance de le faire là, sur plusieurs continents. Puis, c'est la COVID qui nous a ramenés au Québec au mois de mars passé. Puis, depuis Mhm. ce temps-là, moi, la passion pour le voyage, le plein air, je l'ai approfondi un petit peu. Je me suis inscrit dans un cours de guide de tourisme d'aventure au Mhm. Cégep Saint-Laurent à Montréal. Puis je tiens à dire que juste avant, tu étais littéralement sur les pistes parce que tu étais en train de faire ton cours d'avalanche, là, c'est bien ça? Oui, exactement. J'ai la face un petit peu brûlée là, à cause du soleil. T'as bonne mine, t'as bonne mine. C'est ça qu'il faut. Faut brûler, puis après ça, là, on a bon teint. Excellent. Et toi, Julie? Oui, moi, dans le fond, je viens de Drummondville. J'ai fait toutes sortes d'études. Là, je vous épargne mon cheminement, vraiment pas en ligne droite. Mais c'est ça, j'ai fini avec une maîtrise en travail social. Je voulais être en relation d'aide. Puis, comme tu l'as un peu mentionné, la maîtrise, je l'ai fait à Sherbrooke. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée écrire mon mémoire dans un monastère là, au nord de l'Inde. Tant qu'à le faire quelque part, aussi bien le faire à un endroit que j'aimais, que je connaissais, puis qui me permettait d'être inspirée et bien, là, je te dirais. Mhm. Puis ensuite, moi, j'étais partie avec un billet d'aller simple. C'est important pour moi de partir à l'aventure, voyager autant que possible, là, le plus longtemps que je pouvais. Je suivais Alexandre sur les réseaux sociaux depuis des années, qui faisait ça, lui, depuis 3 ans à ce moment-là. Ça m'inspirait beaucoup, puis je voulais moi aussi là, tenter le coup de voir ce que la vie me réservait là, en voyage. Puis donc, j'ai rejoint Alexandre, et là, le reste, il vous l'a raconté, Dragoman ensemble. Et
et les randonnées dont on reparlera sans doute. Et puis moi, depuis la COVID, j'ai voulu mettre à profit un peu mes diplômes, ma belle date d'études, si ça pouvait servir un peu. Donc, en fait, c'est pas vrai, je pensais travailler comme travailleuse sociale, puis j'ai décidé de un peu me concentrer encore plus, spécialiser en accompagnement en fin de vie. Donc, je suis dans une maîtrise qui va me permettre d'être intervenante en soins spirituels. Donc, je suis en stage en ce moment. Je dis ça, puis après la moitié de mon stage, j'ai eu un emploi à Québec. Là, donc, en ce moment, je suis travailleuse sociale dans une équipe de soutien psychosocial et spirituel auprès des employés en temps de COVID. Donc, c'est une nouvelle aventure qui commence, puis on verra où ça va nous mener pour la suite. Wow, j'adore. Puis, écoutez, dans cette belle présentation un peu de qui vous êtes en accéléré, j'avais une question, j'avais envie de commencer ça. Une question pour Alex, puis une question pour toi, Julie. Donc, Alex, tu sais, dans ce fameux 4 ans où tu es partie sans revenir, tu sais, je me suis permis d'aller lire quelques-uns de tes articles parce que tu écris très bien, tu as une merveilleuse plume. Julie, tu secondes. Je confirme, fan numéro 1. Oui, c'est peut-être ton petit bac en philosophie qui est venu nourrir cette Ça, c'est Alexandre, hein? Oui, c'est ça, Alexandre. Ouais, exactement. c'est lui, le bac en philo, ouais. Oui, 100%. Puis, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui nourrissait cette quête-là, tu sais, ce désir de partir aussi longtemps sans revenir. Tu sais, j'ai lu quelque chose dans ton blog qui disait la fuite, la quête de soi-même et toutes ces raisons pour lesquelles je ne voyageais pas. Donc, tu voyageais pourquoi? C'est une très bonne question. Quand j'ai écrit ça, je me suis demandé un peu, puis j'avais pas de réponse à ce moment-là. Je pense honnêtement que c'était par de un, là, puis c'est presque plate à dire, mais parce que j'aimais ça, parce que c'était vraiment ce qui me passionnait le plus. Puis un peu plus précisément, j'aime apprendre. Je suis quand même curieux, mais j'aime vraiment apprendre j'aime me mettre dans des situations où je vais toucher à des choses nouvelles, où je vais en apprendre sur des trucs que je connais absolument pas. Puis le voyage, c'est vraiment une façon fantastique de faire ça. Puis bon, j'ai des passions pour le plein air aussi, pour la politique. Donc, ça touche un peu à tout ça, mais je pense vraiment au cœur, c'est l'idée d'être toujours dans la nouveauté, un peu hors de la zone de confort, puis découvrir, apprendre des nouvelles choses. 100%. C'est comme un éveil constant. Tu sais, c'est vraiment ça. Les sens sont à on constamment quand on voyage. Puis, maintenant, pour toi, ma chère Julie, pourquoi aller faire une maîtrise, écrire ta mémoire en Inde, dans un monastère? Qu'est-ce que t'es allé chercher? Qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, l'histoire, c'est que moi, je voulais faire un house sit. Je ne sais pas si tu connais le principe là, du house sit. Je cherchais sur le site Internet, parce que je l'avais déjà fait, moi, en Équateur. Donc, on garde finalement la maison de quelqu'un pendant son absence. Je me voyais dans une campagne irlandaise avec des chiens, écrire ma maîtrise. Je recherchais quelque chose comme ça. Et puis, la force des choses a fait que j'avais jamais une date précise de départ, là. J'avais des délais qui n'étaient pas de mon ressort. Donc, j'étais un petit peu dépendante d'un comité qui approuvait ma recherche. Je n'étais pas capable de m'engager envers quelqu'un. Puis, à un moment donné, j'ai un petit peu perdu l'idée, l'espoir d'être capable de justement m'engager envers un house sit. Alors, j'ai pensé où je pourrais aller que je connais, qui serait pas trop cher. Et puis, je me suis rappelé, c'est ça, de cet endroit-là en Inde où j'étais allée, c'était l'année d'avant, je pense, l'été d'avant, ou 2 ans plus tôt. Et en fait, les montagnes, l'Himalaya, je m'étais sentie bien à cet endroit-là. Il y a une belle énergie, c'est les montagnes. Il y a des moines qui se promènent partout dans les rues. Puis j'allais y aller au mois de mars, en hiver. Donc, il y avait quelque chose de... Tu sais, il y avait des tempêtes de grêle dans les montagnes. C'est vraiment pas la saison, tu sais, pour être là, finalement. Mais ça fait en sorte que ceux qui sont là, c'est souvent juste les locaux. Il n'y a pas vraiment de touristes. Le pourquoi, après, je pourrais pas vraiment te dire plus. Ça a juste vraiment été un déclic de me dire, je pourrais retourner là, parce que c'était beau, puis c'était inspirant, puis il y avait un café en particulier avec une vue sur les montagnes magnifique, puis c'est là que j'allais écrire souvent. Voilà, ça s'est vraiment bien fait. C'était vraiment un bon plan. Honnêtement, j'ai écrit ça en 2-3 mois, mon mémoire, puis ça a été fait, puis c'était génial. J'imagine que c'est ça, un environnement inspirant, puis le retour à soi, parce que j'imagine que c'est ça que ça prend à un moment donné quand tu as des pages et des pages à écrire, puis pondre des idées. Tu sais, je pense que tu avais la combinaison gagnante, là.
Oui, puis j'aimais aussi mon projet, tu sais, j'étais vraiment, nourrie par ce que je faisais, puis moi, j'avais la chance, tu sais, de pas avoir de responsabilité, là, j'avais pas d'enfants à charge, j'avais pas, tu sais, d'emploi. Il y a des gens qui écrivent un mémoire avec un emploi temps plein et des enfants à élever. Mmh. Moi, c'était moi toute seule, juste moi, dans les montagnes, donc vraiment, c'était le plus bel environnement et puis les plus Mmh. belles, circonstances, là, finalement, pour être productive puis que ça se fasse bien et passer à Mmh. autre chose puis aller voyager avec mon sac à dos. Moi, Ah j'étais oui! rendue là, c'était vraiment la motivation, là. Ouais. Oui! Puis j'ai envie de, tu sais, de faire un petit peu fast-forward, de parler un petit peu de croiser des chemins parce que, tu sais, c'est ça, vous avez, bon, voyagé chacun de votre côté. Puis à un moment donné, est venu un temps, justement, où que la Turquie est arrivée, où que là, tu sais, vous aviez correspondu ensemble pendant plusieurs années, puis vous saviez qu'il y avait, ça cliquait entre vous, tu sais, il y avait, comment on dit ça, il y avait une belle connexion. Et puis, ça n'a pas été long qu'une fois ensemble, tu sais, vous êtes mis en couple. Puis là, on est allé un peu tester le couple en Turquie. Racontez-nous un petit peu, c'était quoi l'objectif de ce voyage-là, sac à dos? Vous êtes quand même lancé un défi de taille, là. Vas-y, Oui, ben en Alex. fait, pour comprendre, il faut savoir que moi et Julie, on s'est rencontrés. On s'était vus dans un party à l'université en 2013, au printemps 2013. Donc, juste quelques mois avant que je parte en voyage. Mais on ne s'était pas vraiment parlé. Puis, bon, le lendemain, on s'était croisés à l'épicerie. Puis, c'est là qu'on s'est mis à se parler un peu plus. On s'est ajouté sur Facebook. On s'est parlé un peu de voyage, mais ça en est resté là. Puis, pendant presque les 4 années suivantes, on s'est pas parlé. Alors, on s'est peut-être souhaité bonne fête sur Facebook. Puis, bon, Julie, comme elle disait, elle lisait un peu ce que j'écrivais, mais on ne se connaissait pas du tout. Puis, c'est quand j'étais en Australie, puis que Julie se préparait à aller écrire son mémoire en Inde, que là, bon, elle a commenté quelque chose que j'avais écrit. Puis là, on a commencé comme ça à se parler. On a décidé de se parler sur Skype. Puis vraiment, comme tu dis, ça l'a cliqué. Il y avait une connexion assez instantanée. Puis au fil des semaines, puis des mois, on s'est parlé beaucoup, puis on a décidé d'aller se rejoindre en Turquie. Fait que, c'est à ce moment-là que nous, on se rejoint à Istanbul. Les deux, on sait que ça clique énormément. Déjà, on a juste vraiment hâte de se rencontrer. On est ensemble avant même de s'être C'est revus, là. ça! Honnêtement, on est les 2 en amour, là. Tu sais, c'est Mhm. juste ça qui arrive, là. Ouais. Puis, quand on se rejoint à Istanbul, dans le fond, on visite un peu la ville, mais moi, j'avais déjà fait dans le sud du pays la Voie lycienne, qui est une longue randonnée d'un petit peu plus que 500 kilomètres. Mhm. Puis, je propose à Julie, dans le fond, d'aller faire cette randonnée-là parce que c'est absolument magnifique, puis ça en vaut vraiment la peine. Donc, Julie décide ben, elle accepte, en fait. On se lance là-dessus. Puis, c'était aussi pour moi, la randonnée, c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Le plein air, en fait, en général, c'est quelque chose de très important. Fait que Julie aime bien dire que c'était ma façon de tester, voir si notre couple allait survivre, si ça J'étais une allait bonne candidate, aller du finalement. Tu sais, est-ce que j'étais une bonne candidate pour Alex? Il fallait passer le cap des 400 kilomètres de randonnée dans une canicule historique dans le sud de la Turquie. Mais ça doit Ouais. être assez, tu sais, j'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur, tu sais, dans l'idée de voyager à pied, puis, tu sais, qu'est-ce que ça amène de différent de parcourir un territoire puis de le faire à pied? Est-ce que c'était des sentiers balisés ou, tu sais, qu'est-ce que ça l'amène? Ah, moi, c'est Alexandre qui m'a fait découvrir les longues randonnées. Puis honnêtement, c'est tellement un monde, un univers. Parce qu'il faut dire qu'après la Turquie, qui est un sentier balisé, oui, on est allé en Géorgie, le pays d'à côté, Mhm. qu'Alexandre affectionnait particulièrement pour y être allé déjà. Et là, le projet, c'était de traverser le pays à pied en entier, de la Russie à l'Arménie. C'est que la randonnée, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est le temps, on dirait, qui ralentit, puis ça devient tellement simple. Les plus Mhm. petites choses, les petites baies qu'on voit sur le bord du chemin, les gens s'arrêtent parce que par la force des choses, on traverse particulièrement en Géorgie, des pays, puis même en Turquie, là, dans le sentier, pas des pays, mais des villages qui ne voient pas de touristes autrement. Donc, ça fait des situations assez mémorables. Par exemple, en Géorgie, on est atterri parce qu'on s'est trompé de chemin. On a perdu finalement notre chemin. On est atterri chez un homme qui produisait du miel, j'ai pas le mot comme ça, qui s'appelait Alexander. Puis lui, écoute,
il n'a jamais vu quelqu'un du Canada de sa vie, là, ni même un touriste dans son pays. Il nous invite à luncher. Il vit chez sa mère. En tout cas, son miel, il le produit chez sa mère, qui n'a jamais vu non plus de touristes. Ils nous font une table énorme de nourriture. Ils nous donnent du miel, ils nous donnent du vin. Il écrit sur sa barrière, là, comment dire, Alex, as-tu le mot pour moi? Son portail d'entrée, en fait, il y a un grand portail blanc. Puis avec un charpie noir, il nous dessine le chemin à suivre pour qu'on retrouve notre chemin. Tu sais, je veux dire, puis il parle, honnêtement, on parle pas russe, on parle pas géorgien, on n'a aucun langage en commun, puis il nous invite, tu sais, je veux dire, c'est des situations comme ça que quand on voyage lentement, puis qu'on sort des sentiers battus, puis qu'on a notre sac à dos au beau milieu de nulle part, honnêtement, les anecdotes qui arrivent, c'est fantastique, puis c'est les choses les plus mémorables. Ça fait que ça, c'est pour moi. Oui. C'est Alex, tu as d'autres choses qui te viennent en tête? L'amour de la Géorgie, ça, c'est sûr pour Alex. Je pense que tu avais quand même un très fort coup de cœur, hein? Ouais, la Géorgie, pour vrai, pour moi, ça coche toutes les cases, là. C'est un pays fantastique. Puis, ce que Julie a dit, effectivement, là, la longue randonnée, ça permet vraiment, je trouve, de vivre le pays, autant les paysages que son rythme, le rythme des gens. Ça permet de rencontrer les gens vraiment facilement parce que quand tu es à pied, tu as un sac à dos, ben, c'est niaiseux à dire, mais tu n'es pas menaçant. Les gens t'accueillent, les gens ont envie de t'aider, les gens sont curieux, veulent savoir qu'est-ce que tu fais. Donc, juste se promener dans la campagne, on en a des tonnes, des histoires de rencontres, on cogne à une porte d'une petite maison de ferme pour demander de l'eau, puis on se retrouve dans la cour arrière avec toute la famille, les grands-parents, les enfants, la petite fille qui traduit pour le reste des gens. Il nous donne plein de fruits, le grand-père sort de l'alcool, puis allez, ça y va. Tu sais. Ouais. C'est des expériences qui seraient très difficiles d'avoir autrement, puis c'est des endroits qui seraient difficiles d'atteindre autrement. Puis juste pour donner une idée, c'est un petit peu pas de l'ampleur, mais oui, disons-le, de l'ampleur de cette marche. C'est ça, vous aviez, pour la Turquie, c'était presque 400 km, si je ne m'abuse. Finalement, bon, pas fait au complet. Mais après ça, la Géorgie, vous avez traversé le pays au complet. Oui, c'est ça, c'est 576 km. Puis c'est un pays très montagneux, il faut le dire. Là. C'est des montagnes tout le long, finalement, même si ça n'en a pas l'air. Là. Donc, le dénivelé est assez important. Puis on avait des sacs à dos très lourds parce qu'étant donné que ce n'est pas un sentier qui existe, on ne peut pas savoir la prochaine source d'eau va être quand. Donc, quand on était, par exemple, 4 jours entre 2 villages, sachant pas ce qu'on allait croiser comme source d'eau, mais on traînait beaucoup d'eau. Et la nourriture, tu n'as pas accès à de la nourriture déshydratée ou lyophilisée. Donc, c'est vraiment écoute, ça c'est drôle, tu sais, on achetait des khachapuri qui est un pain avec du fromage dessus, c'est lourd, après qu'est-ce qu'on avait, Alex? On traînait toutes sortes de confitures pour le déjeuner, on avait des œufs cuits durs qu'on demandait à des restaurants de cuire pour nous, et je veux dire, tu sais, c'était très bulky, là, tu sais, comme nourriture à transporter, ça faisait que le sac était très lourd aussi. Ouais. Puis y a-t-il un moment où votre système D s'est fait aller un petit peu ou que vous avez, je sais pas, je vous laisse me dire. Côté nourriture puis tout ça, c'est sûr que c'est arrivé parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement. Nous, on essayait d'éviter de passer par les grandes villes. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes pour la Géorgie. Il y en a quelques-unes. Puis on s'est dit, parfait, on fait notre itinéraire en les évitant. On s'est rendu compte rapidement que les grandes villes, en fait, c'était des petits villages. Parce que des grandes villes en Géorgie, il n'y en a pas. Si on les évite, on ne va rien manger. Fait que là, on a redessiné notre itinéraire pour passer par ces villes-là, qui étaient en fait des toutes petites villes, mais ils n'ont pas d'épicerie, ils ont ça a l'air d'un dépanneur. Des fois, ils ont un restaurant. Fait que, on s'est retrouvé dans un restaurant, OK, parfait, là, on part pour 4 jours. On va commander une grosse pizza, on va la couper, puis on va l'amener. On a commandé un poulet complet qu'on a désossé nous-mêmes, puis on avait tous des trucs comme ça. Fait que c'était de la bouffe de restaurant qu'on amenait dans notre sac à dos parce que c'est tout ce qu'il y avait disponible, dans le fond. On n'avait pas amené de brûleur, c'est ça aussi, dans le fond, qu'il faut dire. On n'avait rien pour se cuisiner nous-mêmes, quelque chose de chaud. On avait choisi là, pour le poids, ou pour je ne sais pas quelle raison, en fait, là, d'avoir un brûleur avec nous. Ouais.
Puis, est-ce que vous aviez aussi de l'équipement pour camper à l'extérieur ou c'était prévu justement dans les villages de dormir à quelque part? Ah non, parce que vraiment la grande majorité du temps, on était dans notre tente, hein, OK. parce qu'entre les villages qu'on croisait, en fait, on était sur des flancs de montagne, on était, vraiment dans c'est ça, dans la Mhm. nature, dans un boisé quelque part entre 2 villages, là, où personne va, dans des endroits insolites, là, je te dirais. Oh mon Dieu, Ouais. j'adore, mais sérieux, je trouve ça magnifique d'aller dans des restaurants puis se faire des réserves. Je peux comprendre qu'à un moment donné, le poids du sac à dos, il continue d'augmenter, mais vraiment, vraiment intéressant. Puis, j'ai envie tranquillement de migrer vers votre autre chapitre, en fait, vous étiez à la recherche d'un projet, d'une compagnie pour laquelle vous pouviez travailler en couple, puis en même temps continuer à voyager comme vous aimez le faire. Et puis est venue l'opportunité de Dragoman. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être expliquer quelle est cette compagnie britannique. Oui, ben Dragoman, en fait, c'est un type de voyage qui s'appelle l'Overland. Mm-hmm. C'est né dans les années 70-80 un peu. Dragoman, c'est ça, c'est une compagnie qui ça fait 40 ans qu'il existe. Puis l'idée, c'était à la base de traverser l'Afrique ou l'Asie pour amener des gens, souvent soit d'Afrique du Sud ou de l'Australie, qui voulaient retourner en Angleterre, mais Mm-hmm. les avions étaient très, très chers, donc on passait par la terre. Puis c'est devenu un mode de voyage. Donc, ce que Dragoman fait, ils prennent des gros camions, tous des gros camions Mercedes, puis ils enlèvent la boîte, puis ils font une boîte comme personnalisée un peu, là, un custom-made body, avec des sièges à l'intérieur, puis on met des tentes sur le toit, il y a plein de rangements pour avoir plein de réchauds, des tables, des chaises, toute la nourriture, toute la vaisselle nécessaire pour, dans le fond, être autonome. Fait qu'avec ces camions-là, on peut partir n'importe où dans le monde, Mm-hmm. puis on peut faire le tour de l'Amérique du Sud, puis être complètement autonome pendant plusieurs jours avec un groupe de jusqu'à 20 personnes à peu près. OK, excellent. Puis, mettons, vous, en tant que guide, accompagnateur, en quoi consistait un petit peu votre rôle, qui avait plusieurs chapeaux? Ouais, ben chacun on avait un rôle un peu différent, mais complémentaire. Puis évidemment qu'on s'entraidait en plus qu'on était un couple, tu sais, il y avait vraiment pas de feeling entre qui faisait quoi là. Mais à la base, donc Dragoman, ils ont des tour leaders et Mhm. des driver mechanics. Donc moi, j'étais tour leader, ça veut dire que mes tâches étaient plus dans l'organisation du voyage, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de responsabilités en tant que leader pour Dragoman. On loue, pas on loue, mais on réserve tous les hébergements, toutes les activités qui vont être faites pendant les circuits. Les guides locaux, s'ils font les embaucher, c'est nous qui le faisons, le contact. À partir de là, ben c'est sûr que réserver des chambres, il faut savoir le nombre de passagers, combien de femmes, combien d'hommes. Ensuite, tout ce qui est la gestion du budget. Donc, les gens, ils arrivent avec un certain montant comptant que le leader va dépenser dans les hôtels, dans les activités, tout ce que les gens font en commun. Les activités de groupe, c'est un budget qui est géré par mois. Et il ne faut pas en manquer parce que s'il manque de sous à la fin, c'est moi qui va payer. En fait, il faut leur demander de payer plus, mais on ne veut vraiment pas arriver là. Donc, tout le budget, puis ça, c'est des milliers de dollars. Là, des fois, ça a l'air de rien, mais les gens, quand ils sont 20 à me donner 1000 dollars comptant, ben, j'ai 20 000 dollars à aller changer pour l'argent local que je vais dépenser localement. Et après ça, ben, il y a toute la gestion des humains, en fait, qui sont en voyage, sortis de leur zone de confort, qui peut être partie Oui. prenante du voyage. Différents horizons aussi, différentes provenances, ces gens-là. Oui, ils ont entre 18 et 78 ans, donc ils sont majoritairement européens ou australiens, néo-zélandais, très peu de Canadiens, américains, comme c'est une compagnie britannique. Puis là, je dois oublier des choses, mais l'animation aussi, en fait, là, on veut donner certaines informations. On n'est pas des guides. L'attente ne doit pas être qu'on va les informer sur tout sur le pays, mais on a quand même à leur donner certaines informations, puis gérer l'horaire, l'itinéraire, conduire. Donc, le leader conduit aussi le camion. Puis je dois peut-être oublier des choses, mais Alex, vas-y, toi, ce que tu faisais plus? C'est pas grave. Si ça revient, tu nous le diras, Julie. Oui, ben en fait, on faisait un peu de tout parce que à ça s'ajoute, si on part pour un voyage d'une semaine, ben, c'est un peu moins compliqué, mais il y a des gens qui vont être avec nous
pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mhm. On y a un monsieur qu'on a eu sur notre camion, qui lui il avait booké un voyage de 7 mois, donc de Wow. l'Alaska jusqu'à Ushuaia, à la pointe de l'Amérique du Sud. Avec des voyages aussi intenses que ça, ben, il y a plein, il y a un côté aussi psychologique, gestion de groupe qui embarque. Effectivement, on n'est pas des guides, mais comme on veut quand même bien faire, on veut que tout le monde ait une bonne expérience, ben, on s'informe. Moi, j'avais un intérêt pour la politique, l'histoire. Fait, je m'informais beaucoup, puis j'essayais de partager des informations sur là où on allait quand Mhm. ça donnait. Donc, il y a beaucoup de toute autre tâche connexe qui était impliquée là-dedans. Mécanique, entre autres aussi, parce que je pense que vous devez avoir une certaine autonomie à faire des petites réparations sur le véhicule, qui est pas, c'est pas 2020, là. Le Ouais, véhicule, ça date un peu, non? ouais, c'était des gros camions diesel, effectivement, des petites réparations et des fois des un peu plus grosses aussi, parce que si t'es dans les montagnes ou dans la côte est de l'Inde où il n'y a pas un chat, puis des pièces Mercedes, même si tu te rends jusqu'à la plus grosse ville à des milliers de kilomètres, ben ils n'en ont pas de Mercedes. Fait que Mm. faut que tu t'arranges autrement. Fait que oui, ça aussi, ça rentrait dans notre défi quotidien, c'est La clair. maintenance aussi, tu sais, des fois, on est dans une belle plage en Inde, dans le sud de l'Inde, pendant que tout le monde se fait dorer au soleil. Nous, il faut faire un changement de disque, des freins. Donc, on a une belle audience là, d'à peu près 8 Indiens autour de nous qui nous regardent faire de très près au soleil cuisant. Sinon, il faut y aller à 5 heures le matin, tu sais. Puis ça fait partie aussi des choses qu'on voit pas nécessairement dans les belles photos de la revue Dragoman, là, tu sais, pour le crew Mhm. qui appelle, là, pour les leaders. Il y a quand même la maintenance du camion à faire. Mhm. Ouais, non, c'est drôle parce que ça, je vous en avais parlé la dernière fois qu'on s'était appelé, mais ça me fait étrangement penser à l'expérience que j'ai eue, moi, pas du tout dans les mêmes contextes, mais quand j'ai travaillé pour le Club Med, mais tu sais, on parle vraiment tu sais, c'est intense, tu es là autant pour faire ton travail que pour le public ensuite, parce que là, dès que tu es là, ils te posent des questions, puis, tu sais, dès qu'ils te voient un peu le visage, tu es la personne ressource, fait que, tu sais, ton travail est un peu non-stop, mais n'empêche que c'est une extrêmement belle expérience, puis j'ai tellement appris parce que c'est ça, c'est des cultures diverses, puis c'est aussi, tu n'as pas le choix à un moment donné de développer tes skills puis level up parce que, c'est ça, t'es sollicité, des fois, t'es un peu laissé à toi-même, puis il faut que tu te débrouilles. Fait que je serais curieuse de savoir, peut-être personnellement, mais aussi en tant que couple, qu'est-ce que ça vous a amené? Ah, c'est que c'était tellement intense. Maud, il faut comprendre aussi que les circuits, hein, ils ont pas de. Il n'y a rien entre les circuits. Je veux dire, il n'y a pas de pause. Hein. Un circuit termine, l'autre commence le lendemain. Mhm. Donc, nous, on a été comme 2 ans avec peut-être 20 journées en tout là, de ne pas être responsable d'un groupe. C'est sûr que moi, ça m'a montré des limites, des défis que j'avais. Honnêtement, moi, mon plus gros défi, ça a été de me faire confiance puis d'avoir de l'autocompassion envers moi-même parce qu'il n'y a pas de limite au nombre d'heures que tu peux rajouter à ta journée pour mieux faire. Et Mm. des fois, les attentes sont hautes. Donc, ça met une pression de performance et peut-être des attentes des fois que notre personnalité en tant que guide leader soit plus extravertie que je ne le suis réellement. Donc, cette perception-là que les autres avaient de moi est venue des fois me jouer dans la tête de devoir peut-être plus être extraverti ou être là plus pour les gens. Mais moi, j'aime les gens, puis ma force était en fait de m'intéresser à eux, pas dans une manière de clown puis de les faire rire, mais de m'intéresser à leur vie puis de passer des beaux moments avec eux. Donc, il fallait vraiment que je me détache de cette idée-là parce qu'on en rencontre un petit peu sur la route des leaders parce que des fois, les camions se croisent. Donc, on voit un petit peu le type de personnes qui sont embauchées et qui font cet emploi-là. Puis honnêtement, se comparer, tu sais, ça devient vraiment facile et naturel. Donc, de mon côté, ça a été vraiment ça, un petit peu un miroir sur, mais c'est correct, tu sais, de ne pas être la fille la plus drôle, la plus extravagante. Puis ça va plaire à certains, puis ça va te déplaire à d'autres, mais c'est correct de ne pas plaire à tout le monde. Puis tout le monde, de toute façon, est là pour l'aventure. On est là pour les mêmes raisons de vouloir découvrir le monde. Alors, de me ramener des fois à l'essentiel, c'était pas naturel. Puis moi, Mm. une autre affaire que je vais dire avant de laisser la parole à Alex, moi, je ne suis pas la personne la plus résiliente du monde devant les obstacles et les défis. Puis ça, il y en avait, écoute, à tous les jours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille de toute façon là, dans la vie. Mais Alexandre, lui, il est comme ça. Il voit les choses comme un défi, puis ça le motive, puis ça le nourrit. Moi, je suis un petit peu plus oh non, puis là, je vois le pire scénario, puis je m'inquiète, puis là, il y a le monde, qu'est-ce qu'ils vont penser, notre groupe, puis ça me stresse. Donc, la réaction finalement à l'adversité, ça a été pour moi un gros défi.
Oui. Excellent. De Et mon toi? côté, je pourrais dire que il y a plusieurs choses. J'ai vraiment découvert que j'aimais vraiment partager ce pourquoi j'étais passionné. Donc, il y a des voyages qui impliquaient un peu de plein air ou vraiment la plupart dans des cultures que je connaissais, que j'avais déjà vues ou qui m'intéressaient, qui me fascinaient vraiment. Ça, j'avais vraiment un grand plaisir à partager ça puis à essayer d'amener les gens à découvrir ça, puis découvrir les cultures d'un voyage relativement lent, entre guillemets, parce que, ou un peu hors des sentiers battus, hein, parce qu'on ne saute pas d'une ville à l'autre en avion. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, puis que j'avais déjà fait beaucoup. Donc, d'amener les gens un peu à aller à la rencontre des populations locales, puis de la culture locale, de comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi les mœurs, pourquoi c'est différent. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Pas besoin de le savoir, mais c'est intéressant de réaliser comment les choses se font ailleurs. Mm-hmm. Fait que ça j'ai réalisé que j'aime vraiment ça. Puis, je pense qu'en tant que couple, ça nous a montré aussi qu'on pouvait être vraiment solide. Parce que dans un travail comme ça, c'est vraiment pas un travail facile. Comme je disais, en 2 ans, je pense qu'on a eu 2 épisodes, un de 1 semaine de congé, puis un de 2 semaines. À part ça, on travaillait tous les jours. Des longues journées, tu sais, quand même. Oui, c'est des longues journées qui Mm-hmm. commencent quand on se lève à 6 heures, Mm-hmm. qui se finissent quand on se couche à 10 heures, puis on est de garde la nuit. Fait que c'est très, très demandant. Puis en plus, ben oui, on a un groupe à notre charge, mais on est aussi dans les cultures étrangères, puis tout ça. Mm-hmm. Je pense on, on a amélioré notre communication, si elle avait à être améliorée, mais on en est vraiment sorti plus fort comme couple, puis ça nous a montré qu'on pouvait passer au travers de beaucoup de choses, là. Je pense que c'est 2 années qui, en année de vie au Québec, en valent beaucoup plus que deux. Ben oui, tellement, parce que règle générale, on met dans un contexte, un part travailler, l'autre va travailler ailleurs, donc tu es déjà là 40 heures semaine, pas ensemble. Donc, tu sais, tout est... Wow, c'est ça. C'est vrai qu'on a passé, Alexandre et moi, les 2 premières années, qu'on a 3 finalement, là, les 3 premières années de notre couple, on était 24/24 ensemble. Puis ça, déjà, ça peut être un défi pour certains. Mais ce qui était le fun aussi, c'est quand un voyage, un circuit se terminait, les gens, ils partent, puis ils ont eu un beau circuit, puis ils nous le disent, puis ils nous l'ont dit souvent, vous faites vraiment une bonne équipe. Je pense qu'on se complémente bien, puis ça nous l'a montré un travail comme ça, où il faut vraiment travailler en équipe, puis joindre nos forces, puis miser sur nos forces aussi, parce que c'est ça, dans les moments plus difficiles, c'est de s'entraider, puis pas non, de se soutenir aussi. Donc ça, on a eu à le faire beaucoup. Et vraiment, ça, j'aurais pas pu demander meilleur coéquipier pour faire. En fait, je pourrais pas faire ce job-là avec. Non, je l'ai fait en formation avec quelqu'un d'autre, mais c'était vraiment un bon fit finalement, puis ça nous l'a prouvé parce que clairement, il y a je pense qu'il y a des couples ou des duos qui ça serait difficile là, à la longue de faire ça ensemble. Mm-hmm. Il y a clairement un avantage à finir par se connaître tellement bien que, au niveau communication, au niveau même psychologie, on connaît l'autre, on sait quand c'est le temps d'y parler, quand il est fatigué, quand il a besoin de son temps, comme n'importe quoi. Là, je pense que c'est un art que vous avez appris à maîtriser sur les années. Maintenant que je comprends un petit peu plus la dynamique de ce fameux trip d'Overlanders, des gens qui s'intéressent peut-être à vivre l'expérience quand la situation le permettra, je serais curieuse de savoir quelles sont les choses que peut-être vous avez apprises sur le dur, mais que ça pourrait être intéressant à savoir pour quelqu'un qui a envie, c'est ça, de vivre la même expérience que vous. De travailler là, comme accompagnateur. Exact. Ben, moi, je vais le dire quelque chose. Je t'ai raconté quand on a appris l'existence de la compagnie Dragoman, qu'on a googlé ça, puis que j'ai vu le camion, puis le beau site Internet. Honnêtement, j'étais comme « Wow, le rêve, on va être payé pour voyager ». Et puis moi, c'était toute l'idée romantique de la chose, mais ça va être génial, puis on va être les deux ensemble dans ce gros camion. Et moi, ce que j'ai appris à la dure, en fait, c'est que oui, là, c'était génial. Puis honnêtement, ça doit être la plus belle expérience de ma vie dont je suis le plus fière parce que c'était dur. Ce qu'on a appris à la dure, malgré qu'ils nous préviennent, hein, dans le training, dans la formation, on est 2 mois en Angleterre pour apprendre la mécanique, puis ils veulent un petit peu péter justement notre bulle de comme tu t'en vas pas t'amuser, là, tu t'en vas travailler.
Moi, ce que j'ai appris à la dure, c'est que oui, ça allait vraiment être éprouvant, mais à la fois, c'est ça. S'accomplir, tu sais, à quelque part, quand c'est trop facile, ça laisse pas vraiment de marque c'est ça. Moi, ce que j'ai appris à la dure, c'est que l'idée que je m'en étais faite, en fait, ça allait être différent, mais ça veut pas dire que c'était pas aussi beau. Tu sais, en fait, c'était sûrement mieux parce que c'était difficile, puis ça m'a fait travailler sur moi, puis ça m'a fait apprendre des choses sur moi, sur nous. Donc, moi, c'est ça, ma réponse en ce moment. Fait que faites-le. Oui, mais c'est tellement, c'est ça, c'est que c'est valorisant parce que honnêtement, c'est pas tout le monde, tu sais, qui pourrait faire ça. Puis c'est satisfaisant. C'est juste que c'est un défi quotidien de se rappeler que oui, c'est dur, mais c'est donc mais le fun, tu sais, que ce soit ça. Puis honnêtement, là, c'est l'effet que ça fait d'être sorti de cette bulle-là. On nous dit que c'est une bulle dragoman, tu sais, quand tu es là-dedans, c'est un autre monde. Puis il y a des gens qui retournent chez eux puis qui le vivent, là, le sortir de la bulle. Nous, on était dedans pendant 2 ans. Quand la COVID nous a ramenés au Québec, puis là, on est comme 1 an plus tard, je peux te le dire, oui, ça me manque souvent de me dire que c'était ça ma vie, de voyager à travers le monde dans un camion avec du monde dedans qui sont passionnés par le voyage. Tu sais, je veux dire, c'est fou à quelque part là, que c'était ça notre vie. On dirait que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on a quand on l'a, tu sais. Je vois ça un petit peu quasiment comme une relation de couple. Là. Une fois que ça se finit, tu te dis, mais coudonc, tu sais, c'était donc bien beau ça. Donc, moi, ce serait vraiment mon conseil, vraiment d'en profiter parce que tu vois, du jour au lendemain, nous, ça a été terminé. Puis, des fois, on se rend compte qu'on était vraiment chanceux, en fait. Bon, je ne sais pas si ça répond tant que ça. Puis Alex, tellement. Ben oui, ça répond à 100%. Puis j'ai envie de rajouter là-dessus, tu sais, souvent, quand il nous arrive un pépin ou il nous arrive quelque chose de difficile, on est comme, on a hâte que ça finisse. Mais tu sais, des fois, d'être dedans puis de dire, regarde, c'est ça qui va m'amener ailleurs. Fait que ça vient rejoindre un peu ce que tu dis que hard work pays off. Tu sais, après ça, on est fiers puis on s'enlève de cette bulle-là puis on est comme fiers de tout le chemin parcouru. Fait que, très cool. Puis toi, Alex? Moi, je suis un peu plus mal placé parce que là, je veux devenir guide. Ça m'a vraiment montré que c'est ça que j'aimais. J'étais vraiment dans mon élément, en tout cas, je pense. Fait que j'ai pas vu beaucoup de côtés négatifs. Tu sais, quelqu'un qui voudrait faire ça. Comme je le disais, la compagnie, ils veulent un peu péter notre bulle. Puis même avant la formation dont tu parlais, Julie, leur entrevue, c'est une entrevue d'1 semaine qu'ils nous font passer, mais en réalité, c'est pas nous qui sommes en entrevue, c'est nous qui se faisons présenter le travail, la job, puis pendant 1 semaine, on le fait en Angleterre, puis après ça, à la fin de la semaine, c'est pas tant eux qui nous disent « vous êtes pris, vous n'êtes pas pris », c'est eux qui nous demandent « voulez-vous encore le faire? Voulez-vous appliquer puis passer à travers la formation? » pour qu'on réalise tout ce que ça implique. Fait que c'est vraiment ça, je pense, qui est important, de réaliser que c'est très demandant sur tous les plans, mais ça vient avec... c'est tout aussi gratifiant là, après ça quand on le fait. Puis j'ai envie de rajouter aussi que ça prend tout de même son permis pour conduire des autobus que vous êtes allé faire au Québec. Oui, c'est ça. Juste pour ceux... tu peux pas avec ton classe 5. Oui. Il faut passer par les cours à la STM avec monsieur, écoute, je ne me rappelle plus son nom, mais ça aussi, c'était une expérience là, en plein hiver Québec où apprendre à conduire des autobus 24 passagers. Là. C'est quelque chose dans une vie. Tu sais, tu fais une maîtrise, puis là, 2 ans plus tard, tu t'en vas apprendre à conduire des autobus à Montréal. C'est tout à fait cohérent. Oh, j'adore. Puis écoutez, on est rendu aux questions en rafale, un peu plus développement personnel. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. J'espère, oui. Excellent. J'ai dit à Alex, je vais lui passer la parole si je ne sais pas quoi répondre. J'adore. Travail d'équipe encore ici, là. Qu'est-ce qui vous aide à vous écouter, à vous retrouver? C'est quoi votre façon? J'y pense. Parfait. Moi, honnêtement, ça va paraître un petit peu niaiseux, mais ce qui m'aide à me retrouver, c'est de parler à du monde qui me connaissent par cœur. On dirait que par moi-même, je ne suis pas capable de faire sens des fois quand j'ai des dilemmes. Donc, je vais vers des amis, je vais vers Alex, mes parents qui me connaissent par cœur. On dirait que des fois, ils savent ce que je veux ou ce que j'ai besoin, puis ils vont me le dire, puis là, je vais faire oui, OK, oui, c'est ça. Donc, je pense pas que c'est le meilleur moyen d'introspection que de demander aux autres qui me connaissent. Je vais travailler là-dessus sur un meilleur moyen de savoir ce que je veux.
Ça fait du bien, des fois, l'opinion des gens qu'on aime puis qu'on estime, parce que des fois, c'est nébuleux un peu ce qui se passe, on est dans l'émotion ou peu importe. Au contraire. Ouais. Excellent. Merci, Julie. Moi, je dirais, il y a quelques livres qui m'ont vraiment marqué. Puis un peu de musique aussi, mais particulièrement peut-être deux livres, là, deux ou trois livres. Puis de me replonger là-dedans, puis de me remettre, ne serait-ce que quelques pages, hein, à me remettre dans cet état d'esprit. Là, ça me ramène vraiment un peu, j'ai envie de dire, à mes fondements ou en tout cas à mes valeurs, là, mes principes, ce qui me passionne puis ce qui me motive. Puis ça me permet vraiment de me recentrer. Est-ce que j'ai le droit de te demander c'est quoi les livres? Oui. Il y a le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. OK. Et puis le Zubial d'Alexandre Jardin. OK. Ce serait vraiment les. Excellent. Je vais aller googler ça parce que je ne les connais pas. Je connais un des auteurs, mais je les ai jamais lus. Une citation que vous aimez. Ah ben là, j'ai pas le choix parce qu'on vient de parler de Dragoman, mais le slogan de Dragoman, c'est It's the journey, not just the destination. Alors, c'est le voyage, pas juste la destination. Ça me ramène vraiment à. C'est beau d'avoir des buts dans la vie, mais il faut que tu. It's the climb itself. Il faut que tu trouves la satisfaction dans la montée de la montagne, pas juste au sommet. Moi, ça me ramène au moment présent. Apprécie ce que tu fais là. C'est dans tout, on dirait qu'on a hâte quand ça va être fini. Hein? Là, j'ai une autre maîtrise, j'ai hâte qu'elle soit finie. J'ai mon stage, j'ai hâte qu'il soit fini. Mais non, mais profites-en pendant que tu es dedans. Il faut aimer toutes les journées. Donc, le slogan Dragoman, écoute, moi, je l'ai tatoué. Je l'aime beaucoup. Puis ça me parlait longtemps et puis ça me parle encore. Tellement. Ça résonne beaucoup avec moi, ça aussi, Julie. Ouais. Moi, j'irais avec. Il y en a beaucoup là, qui me sont venus en tête. Aldous Huxley, l'auteur de Brave New World, qui avait. Puis ça, je l'avais imprimé puis mis dans un de nos camions. Okay. En français, ce serait l'expérience. C'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Et c'est parce que ça reste toujours, on a toujours le choix de notre attitude, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. De le voir comme un problème ou comme un défi. Ça, j'aime beaucoup. Puis l'autre, ce serait de Jacques Kerouac, je crois, qui était en anglais, quelque chose comme Because in the end, you won't remember that day in the office, climb that goddamn mountain. Ah, je l'ai déjà entendu celle-là. Ouais. Ah, c'est beau. Puis, est-ce qu'il y a une peur que vous avez laissée aller dernièrement? C'est une bonne question, Maud. C'est des bonnes questions que tu as. Je le sais. On dirait des questions d'introspection au 31 décembre qu'on C'est pas tant en rafale, dans le fond, mes affaires. Non, c'est ça. Ça veut dire que tu peux pas avoir de réponse rapide à ça, une peur. Oui. Ben, écoute, moi, je vais t'en nommer une peur de me tromper. Là, on dirait qu'il fallait que je me rappelle récemment, regarde, ton chemin, là, c'est pas nécessairement toi qui va prendre toutes les décisions qui te mènent. Je pense qu'à un moment donné, il faut se laisser porter puis faire confiance à la vie, qu'on s'en va à bonne place. Cette peur-là, c'est un petit peu un lâcher-prise finalement que j'ai effectué. Puis je pense que ça fait du bien de se dire c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, ça va bien, là. Donc, c'est ça. La peur de me tromper, moi, je pense que ça m'habite, là. On dirait que je ne veux pas prendre de mauvaises décisions. Je veux bien que ça se passe, mais en même temps, je pense que j'ai tout ce qu'il faut autour, puis peut-être même en moi, là, pour que ça aille bien. Donc, de me concentrer sur cette confiance-là, parce que je pense que je me suis fait dire souvent, là, tu es une bonne étoile, tu sais, les choses, je veux dire, je suis chanceuse dans la vie, là, honnêtement, c'est ça. Donc, de me ramener un peu à cette confiance-là. Je t'avoue. Excuse, continue, Alex. Non, j'allais dire, de mon côté, je pense que j'avais peur de revenir au Québec. Et ça faisait 6 ou 7 ans que j'étais parti. Puis je faisais tout ce que j'aimais le plus depuis 6 ou 7 ans. Puis les choses ne faisaient que s'améliorer, dans le fond. Fait que de revenir, je savais que c'était possiblement pour de bon.
parce que là, on allait se trouver un emploi ici, puis bon, on ne rajeunit pas si on veut des enfants à un moment donné. Il y a un peu la routine ou la vie normale, entre guillemets, là, qui embarque ou qui pourrait embarquer vraiment facilement. Puis je pense que ça me faisait peur. Puis en revenant, ben heureusement, j'ai été capable de me trouver des projets assez intéressants, dont celui que j'ai réalisé en fait, moi, j'ai jamais pensé que je voulais devenir guide, en fait, jusqu'à février 2020. J'étais sûr que je retournais faire une maîtrise en politique internationale. Moi, c'était toutes ces années-là, j'avais que repoussé mon inscription à la maîtrise. Je voyageais en attendant de continuer mes études en politique. Puis, c'était juste avant que la COVID arrive que j'ai réalisé qu'en fait, non, c'est le monde académique. Ben oui, ça m'intéresse, mais c'est pas ma place. Ma place, c'est d'être guide. Donc, ça m'a permis, je pense, de laisser aller un peu là. Puis dirais-tu que justement, cette expérience-là avec Dragoman a été... ça est venu tester, t'es allé mettre à profit ces compétences-là, les développer pour finalement te rendre compte que c'est ça ton X, ou du moins, tu veux baigner là-dedans? Oui, c'est clair. Parce que moi, tout seul, du plein air puis des expéditions, comme on en a raconté un peu, j'en faisais beaucoup, puis je voulais toujours aller plus loin, mais c'est très différent de guider des gens parce que là, tu voyages plus pour toi. C'est plus tes propres expéditions ou tes propres accomplissements. T'es là pour que les autres profitent un peu de ce que tu sais, de ce que tu aimes. Puis, fait que c'est très, très différent. Puis oui, Dragoman m'a vraiment clairement montré qu'en fait, j'adore ça. Génial. Puis, on a presque terminé les questions pas tant en rafale. Être soi, c'est se permettre de compléter la phrase. Mais moi, le premier mot qui m'est venu, c'est rêver, en fait. Mais je pense que c'est parce que ça m'habite en ce moment de ne pas oublier de rêver, puis d'en avoir des beaux projets. Puis je suis vraiment un peu là-dedans en ce moment. Être soi, c'est se permettre de rêver. Bon, je pense pas que c'est... Bon, disons que c'est en rafale, celle-là. C'est parfait! Alexandre, il y a des belles secondes de plus pour y passer. Mon philosophe, en ce moment, là, il va te sortir quelque chose là, qui est comme tatoué. Là. Moi, je te lance des fleurs, Julie, parce que tu te lances en premier, puis c'est instinctif, puis c'est souvent ça qu'il faut qu'il sorte. Fait que moi, je suis très, très contente du rêver. Ça parle vraiment de nous deux parce que Alex, c'est quelqu'un de vraiment très réflexif. Il est vraiment plus réfléchi que moi. Moi, je suis quelqu'un de... Moi, je pense pas avant de le dire. Là. Ça parle vraiment de nous deux en ce moment. C'est pas pour rien. C'est pas un hasard que souvent, je suis la première à répondre. Alexandre, il va réfléchir. Il va te prendre quelque chose d'intelligent. Tu vas voir. Non, je vais y aller avec les premiers mots vraiment là, qui me sont venus en tête. Instinctivement, j'aurais répondu, puis c'est un peu dans la thématique. Être soi, c'est d'aller où on veut, puis dans tous les sens possibles du terme. Bon, c'est dans la thématique du voyage, puis tu poses la question à un randonneur. Là. Mais ouais, d'aller où on veut. Mais C'est beau, Alex. Ouais. Bonne réponse. On va retenir celle-là. Non, j'aime les deux. Et on termine là-dessus. Une question thématique podcast. Être wild, qu'est-ce que ça signifie pour toi, pour vous, appliquer dans votre vie? Comment êtes-vous wild? Être wild, ben là, moi, je pourrais répondre en premier cette fois-ci. Oui, vas-y, Alex. Être wild, pour moi, c'est de se lancer dans le vide, de faire quelque chose dans lequel on n'a aucune connaissance. Puis là, on aurait plein d'exemples à te donner de voyages, mais de dire je suis pas à l'aise autour des jeunes enfants, ben parfait, je m'en vais être moniteur dans un camp de jour avec des jeunes enfants. Je connais absolument rien en mécanique, ben je m'en vais travailler pendant 2 ans à réparer des gros camions. De dire je me lance comme ça, puis je vais juste apprendre, je vais juste devenir meilleur. Ça, c'est être wild. Pourquoi? Ouais, c'est bon. Moi, c'est un peu dans le même thème. Moi, ce qui m'est venu, c'est cette idée de liberté. Être wild, c'est de se donner les moyens de vivre ce qu'on veut vivre, de pas avoir peur de sortir du cadre puis d'avoir des projets que tout le monde te dit, mais voyons, sérieux? Ou, ah ouais, pour vrai. Être wild, je pense que c'est oser à quelque part. Puis
oser, ça peut amener à des places bien intéressantes qui font des souvenirs mémorables dans des beaux albums photos qu'on Oui. imprime revenu au Québec. Ouais, puis Dieu sait que quand vous allez montrer votre album photo, vous autres, il va être le fun, il va être intéressant à regarder. Écoutez, je vous remercie tellement à vous deux. Vous êtes vraiment un très beau couple, mais aussi deux beaux individus individuellement qui ensemble font vraiment une belle équipe. Autant sur les routes à parcourir le monde en van Mercedes que dans vos nouveaux projets. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Je vous souhaite le succès qui vous appartient, le succès qui vous parle pour vous. Puis, encore une fois, bien hâte de vous partager vos périples avec la communauté Go Wild. Merci beaucoup, Merci Maude, pour beaucoup. l'invitation. J'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire aussi. C'est très gentil. Puis bon succès à Go Wild. Bonne continuité. Merci.